projet maintenant. D'autres critères d'évaluation courante sont vraiment, il faut que vous ayez vos documents, familiarisez-vous avec les formulaires et la documentation exigée par chaque bailleur. Certains peuvent demander des études de faisabilité, des lettres de soutien ou des rapports financiers. Essayez vraiment d'avoir ça. Si vous avez une organisation qui fait des activités, faites toujours les rapports, mettez-les de côté. Si vous travaillez dans une communauté, faites-vous connaître par les autorités. Essayez d'avoir des supports, des papiers attestant que vous avez réalisé des projets dans les communautés. S'il y a des lettres de soutien, que vous avez des arrondissements, des mairies, ça donne un peu plus de crédibilité et de confiance aux bailleurs, crédibilité à vous et de confiance aux bailleurs. Essayez d'avoir tout ça. Si vous avez déjà réalisé des projets par le passé, demandez des attestations de collaboration et de faisabilité, de mise en œuvre de projets. Ayez toujours ces papiers-là de côté. Même c'est très important, c'est capital. Maintenant, il y a les aspects gens qui sont souvent pris en compte. Comment est-ce que vous faites contribuer les personnes vulnérables, les personnes âgées, les enfants de moins de 2 ans, les enfants de moins de 5 ans, les femmes, les jeunes femmes, les femmes âgées, les femmes enceintes. Voilà. Parce que de plus en plus, lorsque on lit votre projet et que vous n'aviez pas, par exemple, prévu un aspect pour pouvoir protéger le genre, si par exemple vous voulez faire de la construction de salles de classe avec toilettes, avec les toilettes là, et que vous n'avez pas prévu des toilettes pour les femmes, spécifiquement pour les femmes, et que vous voulez construire des toilettes à usage général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dispositif à l'intérieur pour permettre aux femmes ou bien aux filles d'avoir un accès facile, parce que vous voyez, c'est compliqué. Vous devez démontrer ça que nous voulons construire 4 latrines et que 2 sont destinées pour les femmes qui seront construites de telle manière pour faciliter. Une sera construite pour faciliter l'accès des personnes en situation de vulnérabilité, par exemple les handicapés. Voilà. Donc, sur les handicapés, on va faire des rampes, on ne va pas faire des marches, on va leur permettre d'accéder, on ne va pas, etc., etc., etc. Lorsque vous faites ce genre de choses, celui qui vous finance, il voit réellement de la potentialité, une transversalité de votre projet par rapport aux questions de genre et une sensibilité par rapport aux conditions que vivent les populations. L'environnement, si vous devez construire des salles de classe, je reviens toujours à cette proposition, et que vous devez faire déjà un premier travail, les arbres que nous allons enlever de là, parce que nous devons couper des arbres, c'est que nous détruisons l'environnement. Nous avons à l'idée de replanter peut-être 2000 plants d'arbres pour en faire des clôtures, et ces plants d'arbres seront peut-être des manguiers afin de produire, afin de produire en fait, d'avoir des mangues pour favoriser aussi la nutrition, étant donné que les fruits sont importants pour la santé. Dès que vous commencez par dire ce genre de choses, le bailleur il est content, il voit que je mets de l'argent, mais ça permettra de faire plusieurs choses. Voilà. Vous qui demandez les fonds, qu'est-ce que vous êtes prêt à apporter? Vous demandez par exemple 80 000, 5 millions. Sur les 5 millions, vous voulez apporter combien vous-même? Est-ce que vous êtes capable d'apporter 300 000? Parce que quand c'est un projet social, normalement une ONG demande de l'argent pour réaliser un projet social. Ce n'est pas pour se faire de l'argent, ce n'est pas pour vendre et faire de profit. Donc on s'attend à ce que voilà, cette ONG-là, elle-même puisse apporter quelque chose de retour. Maintenant, vous allez dire que voilà, on n'a pas l'argent, où est-ce que nous allons trouver l'argent? Si vous avez déjà un bâtiment, vous avez un ordinateur, vous avez une moto, vous pouvez mettre dans votre budget, voilà, nous allons utiliser 2 motos. La moto, sur les 6 mois, chaque mois, nous allons dépenser 50 000 dans la moto. Et sur la ligne, là, vous allez préciser que non, c'est vous qui prenez ça en charge. C'est pas parce que vous avez déjà une moto. Si vous avez un ordinateur que vous allez utiliser, vous mettez l'ordinateur dedans parce que vous voulez travailler avec. Mais vous ne mettez pas le coût d'utilisation de forfait, par exemple, pour l'ordinateur, à la charge du bailleur. Vous mettez ça à votre charge. Donc le bailleur va avoir une contribution, votre contribution dans le budget. Est-ce que vous voyez? Le bailleur va voir votre contribution dans le budget. C'est pas lui qui va tout faire. Voilà. Donc,
C'est à vous après de voir de quelle manière est-ce que vous allez mobiliser ces fonds-là pour pouvoir faire ce travail. Donc, nous allons aborder les étapes de réalisation d'un projet. Ce n'est pas ici le lieu, ce n'est pas une formation sur la réalisation de projet, mais nous allons parler des grandes lignes. Si nous avons une autre formation sur la réalisation de projet, nous allons y faire. Mais là, nous allons parler d'abord des étapes de réalisation d'un projet. Un projet bien structuré est essentiel pour convaincre les financeurs. Ça, vous devez le noter. Depuis que nous sommes en train de parler d'impact, de faisabilité, d'innovation, de tout ça, de gens, transversalité, etc., l'implication des communautés vulnérables, nous sommes en train de construire notre idée de projet, notre problématique, la faisabilité, le budget. Nous allons en parler tout à l'heure. Tout ça là, rentre en ligne de la réalisation d'un projet. Voilà. Donc, vous devez d'abord connaître quelles sont les grandes lignes. Quelles sont les grandes lignes. Nous parlerons prioritairement de 4 points également. La première étape, c'est l'analyse du besoin. La deuxième étape, c'est de définir les objectifs clairs. Nous l'avons tantôt dit. La troisième étape de la réalisation d'un projet, c'est l'identification des parties prenantes. Okay? Déjà, même qui commence déjà à partir de l'analyse du besoin, parce qu'il faut déjà connaître sa cible pour connaître quelles sont les parties prenantes déjà qui vont intervenir. Les parties prenantes peuvent ne pas forcément être la cible, c'est-à-dire vous avez la cible qui, on prend la construction du salle de classe, c'est les élèves qui sont bénéficiaires directement. Et il peut y avoir les autorités locales, les communautés aussi, qui peuvent intervenir. S'ils vont donner 2, 3, 4 tonnes de ciment aussi, ils peuvent être voilà, des parties prenantes. Si l'autorité va vous donner quels sont les dimensionnements autorisés par l'État dans la construction d'une salle de classe, voilà, elle est aussi une partie prenante. Et puis après, la planification des activités qui va tenir compte de plusieurs facteurs, le temps, les ressources humaines, déjà le budget disponible et des compétences à mettre en œuvre pour pouvoir arriver réellement à cela. Si nous commençons par ce qui est de l'analyse des besoins, il faut définir le problème. Commencez par identifier clairement le problème que vous souhaitez résoudre. Et nous avons constaté que dans notre communauté, 80% de ceux qui sont référencés, des enfants qui sont référencés dans les hôpitaux souffrent du paludisme. Est-ce que vous voyez? Comment sur 100%, dont les 20% d'autres, c'est le cas de choléra ou c'est le cas de maladie passagère. Si 80% souffrent et que vous démontrez que dans les 80% qui ont accès aux soins de santé, qui vont dans les hôpitaux, 70% ou 60% meurent à la suite ou bien viennent tardivement. Voilà. Les gens, celui qui écoute ça, il est censé automatiquement il voit que c'est un problème à résoudre. Non, pour avoir de l'eau, ok, il faut marcher sur 30 km, 10 km. Les femmes doivent se réveiller à 3 heures et faire peut-être aller-retour, 3 heures de temps et ramener l'eau à la maison. Vous voyez que c'est une problématique. Donc il faut faire des forages, des points d'eau plus proches des communautés. Dès que vous commencez par identifier ce problème-là, vous voyez que le projet c'est plus facile à mettre en œuvre. Donc on fait un exemple, par exemple, dans une région avec une faible scolarisation, le projet pourrait viser à construire des infrastructures scolaires et à former des enseignants. Vous devez justifier le contexte et expliquer pourquoi ce problème est prioritaire et quelles seront les conséquences de ne pas agir. Donc si on ne met pas à disposition des centres de santé équipés avec des ressources humaines compétentes disponibles et tout ce qu'il faut comme médicaments et autres là, si on ne résout pas le problème, la population risque de s'éteindre même parce que si les enfants meurent comme ça, c'est pas bon. Et ça peut avoir un coût sur la vie sociale, parce que vous savez que ces enfants construiront l'avenir de demain. Vous devez pouvoir justifier l'importance de cette activité-là. On donne un exemple, sans intervention, le taux d'analphabétisme continuera d'augmenter, par exemple. Vous voyez, si vous voulez mettre en place des salles de classe et limitant des opportunités économiques futures pour la région. Pour ce qui est de l'étape de définir les objectifs,
Formuler des objectifs clairs et mesurables. Vous n'avez pas besoin de formuler 80 objectifs avant que le bailleur vous finance. Même si vous avez un seul objectif, construire des salles de classe équipées de matériel d'éducation, etc. C'est fini. Vous voyez. Le plus, c'est 3 objectifs spécifiques. Vous voyez. Un objectif général, 3 objectifs spécifiques. Voilà. Et un exemple que nous avons pris, améliorer le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans. Objectif spécifique, construire 10 écoles primaires dans la région d'ici 2 ans. Est-ce que vous voyez? Mais quand on va construire les écoles là, après, on sait que si on construit l'école, les gens vont plus avoir l'engouement, l'envie d'aller à l'école, de fréquenter. Si vous construisez les salles de classe et que les gens n'y aillent pas, vous avez échoué. Ça veut dire que vous n'aviez réellement pas fait l'analyse du besoin. Les populations ne vous ont pas dit que nous avons besoin de salles de classe et que c'est à cause de ça que nos enfants restent à la maison. Vous devez comprendre réellement ces aspects-là avant de commencer par rédiger votre projet. Ok. Donc, il faut aussi l'alignement avec les priorités du financeur. Je l'avais déjà dit. Assurez-vous que vos objectifs soient en phase avec les priorités du bailleur. Si le bailleur veut financer des projets de construction de salles de classe et que vous avez un projet de construction de classe, je pense que le bailleur il va regarder de bon oeil votre projet. Si le bailleur veut former les enseignants et que vous dites que vous voulez construire des salles de classe, je pense qu'il va commencer par dire non. Sur un point de 100%, je vais lui donner 50%. Après, je vais voir si en construisant cette salle de classe, il veut former les enseignants dedans. Toi, tu construis les salles de classe pendant que lui, il veut que former les enseignants. S'il veut des projets d'adduction d'eau et que toi, tu es dans les écoles, c'est quoi que ça ne va pas. Maintenant, si tu peux démontrer que dans l'école, ils ont besoin d'eau et que c'est un problème communautaire et tu fais le point d'eau dans l'école, ça peut passer. Donc, il faut réellement définir des objectifs réalisables, mesurables. Vous voyez, construire 10 écoles primaires dans la région d'ici 2 ans. 1, on veut construire 10 écoles. 2, dans le temps, sur 2 ans. Est-ce que vous voyez? Sur 6 mois. Cette précision n'est pas toujours importante, la question du temps là. Si ça se sent dans votre projet, ça peut aller. La 3e étape, c'est l'identification des parties prenantes. C'est l'identification des parties prenantes. Les bénéficiaires directs et indirects. Qui sont-ils? Qui profitera du projet? Si vous avez un projet de construire une salle de classe et vous dites que c'est les élèves qui seront bénéficiaires, vous-même voyez qu'il n'y a pas de cohérence. C'est les enfants, c'est les élèves. Donc bénéficiaires directs, c'est les 2000 élèves, enfants là. Et bénéficiaires indirects, c'est les familles, parce que les élèves là, les enfants viennent d'une famille, ils viennent d'une communauté locale. Directement, quand on construit les salles de classe, c'est les élèves qui iront là-bas. Quand ils vont revenir, c'est eux qui forment la communauté, ils viennent des familles, les foyers et autres. Ok, ils sont bénéficiaires parce que vous avez construit les salles de classe dans une communauté donnée. C'est ça. Donc vous avez votre bénéficiaire direct qui est vraiment cette cible-là qui est mise en avant dans le projet. Le bénéficiaire indirect, c'est toute cette communauté environnante, okay, d'où proviennent ces bénéficiaires directs-là. Quels sont les rôles et les responsabilités? Définissez au niveau d'identification des parties prenantes, définissez les rôles de chaque partie prenante, les partenaires, les équipes, les experts. Oui? Quelqu'un veut réagir? Oui, votre écran n'est plus partagé, s'il vous plaît, depuis un bon moment. Fallait le dire depuis. Un instant, je vous l'ai notifié dans les... Ah oui, moi je... Ok. C'est bon désormais, je pense. Oui, c'est bon, merci. Mais moi, je pensais que ça marchait, je parlais seulement avant. D'accord. Ok. Donc, je vais continuer pour ce qui est des étapes là. L'identification des parties prenantes, je viens de parler de ça. Et si vous voulez faire intervenir l'autorité locale, qu'est-ce que l'autorité va faire? Est-ce que l'autorité va faciliter, par exemple, la collecte de fonds au niveau de la communauté? Parce que si vous voulez que la communauté puisse contribuer, ce serait vraiment un atout, ce sera une innovation. Si vous demandez 2 millions au bailleur
et que vous estimez que la communauté va apporter, par exemple, les poutres, les bois pour pouvoir faire la construction de salle de classe, ce sera très très intéressant d'impliquer le CVI, par exemple, pour pouvoir mobiliser les gens. Et si vous faites des genres de choses, les gens vont vous financer facilement. Mais si vous voulez que le projet soit financé de A à Z, ce qui n'est pas forcément dit non, c'est pas totalement dit non, mais ça dépend des critères. C'est à vous de voir quel est le bailleur, qu'est-ce que le bailleur préfère. Donc, si le bailleur dit que vous devez contribuer à 20% dans le projet, vous allez démontrer que les bois que la communauté va apporter constituent en réalité 20% du budget. Est-ce que vous voyez? Ou bien la communauté va chercher du sable. Dans le cadre du projet, vous, bailleur, vous allez acheter du ciment. Vous voyez? Comme ça, chacun aura sa part et ce sera plus facile d'être financé. Maintenant, s'il y a des gens qui sont des entreprises locales qui veulent aussi aider, bon, tant mieux. La planification des activités permettra de faire des calendriers détaillés, d'écrire les étapes et leur chronologie. Donc, si vous avez l'objectif de la construction, par exemple, la phase numéro 1, achat des terrains de 3 mois, ça va durer 3 mois. Phase de construction des écoles, ça va durer 12 mois. Parce qu'on veut construire 10 écoles, vous imaginez. C'est un projet de construction de 10 écoles. Donc, ce n'est qu'un exemple. C'est à vous de voir. Pour réaliser mon projet, je dois faire 4 phases. La première phase, c'est l'achat de terrain. Non, recherche et mise à disponibilité des terrains. Durée 3 mois. Janvier à mars, j'ai mon tableau, je mets les activités là dans le calendrier, je mets les activités dans la première colonne. Ok? Je mets en haut la première ligne les mois. Voilà, je mets les mois et je dis première activité, achat de terrain. Je coche les 3 premiers mois. Deuxième activité, construction des écoles. Ça commence à partir du 4e mois jusqu'à s'arrêter au 10e mois. Donc là maintenant je suis en train d'entrer dans l'année numéro 2. Parce que si la première activité prend 3 mois, dans une année on a 12 mois. La deuxième activité commence à partir du 4e mois et qui dure 10 mois, qui durera 10 mois. On a 10 mois plus 3 mois, ça fait 13 mois. Donc le projet fait déjà 1 an et 1 mois. Donc dans mon tableau, dans mon calendrier, je vais vous présenter peut-être certains calendriers là rapidement. Dans mon calendrier, j'ai année 1, 12 mois, année 2, 12 mois, et je coche les cases. C'est pas compliqué. Donc voilà. Les indicateurs de performance prévoyaient des moyens de mesurer l'avancement du projet. Nombre d'écoles construites, nombre d'enfants inscrits. Ok. Si vous avez déjà dit que en 10 mois, vous devez construire des salles de classe, vous devez construire 10 salles de classe. Peut-être que vous avez supposé que c'est une salle de classe par mois. Vous devez chaque fois prendre des photos, voir l'avancement et montrer réellement que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs. Donc, vous avez dit, dans les 10 salles de classe, vous avez dit 80% des enfants, des élèves de la communauté fréquentent ces salles de classe-là. Si c'est ce que vous avez prévu, à la fin, on va évaluer. Au début, il y avait combien de personnes qui fréquentaient les salles de classe. À la fin, combien de personnes fréquentent maintenant les salles de classe après la construction. Est-ce qu'il y a eu amélioration? C'est là que nous voulons voir les indicateurs de performance. Oui, avant, il y avait 5 écoles dans la zone. Maintenant, et il y avait 100 enfants qui fréquentaient l'école. Maintenant que vous avez construit 10 écoles de plus, il y a peut-être 1000 enfants qui vont à l'école et qui restent dans les écoles et qui continuent peut-être, parce qu'on peut évaluer à la base des indicateurs. C'est vous qui mettez les indicateurs au départ, c'est pas que c'est à la fin. Oh non, bailleur, dès que tu me donnes l'argent, je te promets que à la fin du projet, 100% des enfants, mais si vous dites 100% des enfants vont fréquenter l'école, vous savez que c'est faux, ça c'est exagéré. C'est exagéré. Donc on est vraiment réaliste par rapport à ce que l'on veut faire et ça pourra passer. Pour faire ces indicateurs-là, si vous avez 8 activités, vous devez prévoir les indicateurs pour chacune de ces 8 activités. C'est-à-dire, chaque activité doit déboucher à un résultat. Ce résultat sera évalué. Ce résultat sera évalué à partir de quoi? Voilà. Si vous voulez, l'activité, par exemple, c'est la construction des salles de classe. Okay. Le résultat, c'est que 10 salles de classe sont construites. Comment on va évaluer les 10 salles de classe? On viendra sur le terrain avec des fiches de collecte de données, des appareils photos pour prendre les photos pour montrer qu'on a 10 salles de classe.
des témoignages. Okay? Ça c'est un premier résultat. Deuxième résultat, 80% des enfants fréquentent ces salles de classe-là. Comment on va donc évaluer ça? C'est qu'au départ, vous dites, nous aurons des fiches, nous allons consulter les fiches d'inscription pédagogique au niveau des écoles au début du projet. Dès que nous allons finir la constitution de salle de classe, nous allons encore consulter ces fiches d'inscription-là à l'année qui suit, okay? Ou bien à la rentrée qui suit la constitution de salle de classe, et nous allons évaluer les deux extrêmes pour voir s'il y a une augmentation. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voilà un peu comment ça se passe. Voilà. Carrément, nous allons aborder aussi un sujet dans cette présentation qui... Nous allons essayer d'aller un peu vite là. Élaborer un budget. Vous est important d'élaborer un budget, estimation des coûts. Parce que lorsque vous voulez démarrer, vous voulez faire votre projet, vous estimez les coûts. Parfois, une seule fois, moi j'étais confronté à une situation où le bailleur a demandé qu'on envoie les factures en même temps dans la proposition du projet. Ce n'est pas que vous avez démarré, vous devez connaître. C'est pour nous obliger à aller sur le terrain et savoir que un plan de baobab, par exemple, à mettre en terre coûte 1000 francs. Au lieu qu'on ne mette 500 dans la proposition et que dans la réalisation du projet, on est confronté à une situation où, voilà, le coût est élevé et comment le bailleur va faire. C'est plus un problème du bailleur. C'est plus un problème du bailleur. Donc, très souvent, vous devez être réaliste par rapport au coût que vous proposez. Et c'est très important. Par exemple, coût de construction, salaire des enseignants, matériel pédagogique. Prévoyez tout ce qui est possible d'être prévu. Si vous manquez de... Vous devez vous asseoir pour dire, ah, si je dois aller au champ, il me faut quoi? Ah, ok, il me faut un habit, il me faut m'apprêter, il me faut une roue, il me faut 2 coupes, il me faut 3 telles, il me faut telle chose. Ok, ou est-ce que, à combien je dois acheter? Il va acheter 2, voilà. Vous devez tout. Pour les 8 activités dont j'ai donné des exemples là, vous devez faire tout ce qui est possible d'être fait. Vous allez identifier tout. Et ceux qui vont venir là-bas, si c'est une activité de lancement du projet, les gens vont manger. S'ils doivent manger, c'est combien de personnes? Je prévois 80 personnes. Une seule personne va manger pour combien? 2000 francs. 2000 fois 80, ça 2 fois 8, ça fait 160. Ou bien ça fait 1 million, 1 million 600 000, je ne sais pas combien ça fait. Et je prévois tout ça dans le travail. Mais n'allez pas dire qu'un pain va coûter 50 000. Si vous faites ça, vraiment, vous aurez beau faire la faisabilité, montrer la disponibilité, montrer tout ce que la compétence, mais un pain qui coûte 50 000, bon, si le bailleur voit que votre projet est intéressant, il peut vous appeler pour discuter de ces aspects-là. Mais sinon, bon. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Oui, je pense que ça va. Ok. Chaque poste budgétaire, vous devez justifier, doit être justifié par rapport aux objectifs du projet. Le coût élevé des matériaux de construction est justifié par la nécessité d'utiliser des matériaux durables dans une région sujette aux intempéries. Vous voyez, si vous avez les gens ont déjà réalisé le projet dans une zone A et que le bois coûte 5 000, vous voulez réaliser votre projet dans une zone B, une zone où il y a faible accessibilité au bois et que vous devez acheter des bois, vous allez juger que non, voilà, le site sur lequel nous voulons mettre le projet, vraiment peut-être le sol est instable, donc nous avons prévu d'acheter, c'est pour cela que nous avons prévu d'acheter des bois de 7 000 francs pour pouvoir avoir des barres de qualité durable qui seront plus enfoncées dans le sol afin de permettre une résistance. Vous voyez, vous justifiez chaque ligne. Parfois les gens demandent ça, chaque ligne, si j'ai mis 5 000 francs ici, c'est pour pouvoir assurer telle chose parce que les gens vont venir, les gens vont faire 10 km pour venir ici et le coût de déplacement, voilà, c'est estimé peut-être à 1000 francs par kilomètre. Mais bon, à un moment donné, les gens vous demandent ça juste pour comprendre l'idée, dans quelle idée vous avez construit votre projet. Et même s'ils ne demandent pas ça souvent, on met peut-être 2, 3, 4 phrases en dessous de chaque budget pour pouvoir expliquer cela. Ou quand vous faites le budget, vous voulez faire construction de salle de classe, vous voulez acheter du bois, vous mettez achat du bois, tech, virgule, telle zone, vous mettez le point, vous expliquez un peu dans la colonne pourquoi vous voulez acheter du tech. Et non,
voilà. Il faut un plan de financement, indiquer comment vous comptez couvrir les coûts, y compris les contributions propres et les co-financements. Comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de vous-même là, vous donnez combien, les 20% que vous voulez donner. Ok, si vous voulez donner les 20%, quelles sont les lignes, qui sont les 20%? Donc dans votre tableau, lorsque vous avez 8 activités, vous avez différentes tâches. Sur les 8 activités, le bailleur prend combien? 5. Les 3 autres là, vous mettez devant chaque ligne. Ça, c'est organisation. Votre organisation s'appelle MAD. Vous mettez MAD devant. Le bailleur saura que ça, ce n'est pas dans le budget total. Si vous finissez le budget total, vous dites le budget total fait 15 millions. Apport du bailleur, 12 millions. Apport de l'ONG MAD, 1 million. Apport de la communauté, 2 millions. Le total, ça fait 15 millions. Le bailleur va dire, ah, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Cofinancement, c'est ce que je mets par exemple dans la communauté, mais on va apporter peut-être. Voilà. Rapport coût-bénéfice. Montrer le retour sur investissement ou les bénéfices socio-économiques attendus. Par exemple, une augmentation de 20% du taux de scolarisation dans la région dans les 5 premières années. Donc, il sera que avant le projet, c'est 50% de personnes qui fréquentaient l'école sur les 10 dernières années. C'est-à-dire, sur 100%, sur 100 000 enfants qui sont disponibles à aller à l'école, c'est 50 000 seulement qui viennent à l'école chaque année. Et peut-être que les gens ne vont pas, les gens ne terminent pas. Mais après le projet, on aura 20% de plus. Et on va mesurer ça, on verra les fiches d'instruction, on verra. Ok, lorsque nous allons acheter des machines aux agriculteurs, avant, par exemple pour écraser le manioc, l'agriculteur doit prendre son manioc, aller chez le transformateur ou bien celui qui fait, comment on appelle ça là, broyer, qui a la machine pour broyer. Ça lui fait des coûts de déplacement, des risques de déplacement et il va payer. Ok. Mais le projet achète des machines et le projet innove en mettant des machines, les machines là, non sous énergie fossile, c'est-à-dire avec les essences, mais le projet prévoit panneaux solaires par exemple. Et on va installer la machine dans la communauté, mais sur les champs des bénéficiaires. Donc, ça va faire une réduction du coût de déplacement comme avant, une réduction des risques, etc. Et l'agriculteur n'a plus besoin de payer pour faire la transformation. Ce que l'agriculteur va faire, lorsque l'agriculteur va écraser sur site avec ces dispositifs que nous lui donnons, il va générer de l'argent. Nous avons prévu un plan, 20% par exemple de la vente va retourner dans la caisse de l'association pour réparer la machine. Comme ça, là, c'est bien structuré. Quelles sont les stratégies pour convaincre les financeurs à financer vos différents projets, à pouvoir apporter de leurs fonds? Voilà. Je voudrais déjà dire à l'entame de ces slides-là que ne soyez pas gourmand. Vous pouvez avoir un projet de 100 millions aujourd'hui, mais démarrer en proposant un projet de 10 millions. Et vous voulez faire un projet sur tout le Bénin, démarrer seulement avec Calavi. Et donc, si vous voulez proposer votre projet et que vous ne connaissez pas le bailleur, il n'a jamais financé, réduisez votre coût, soyez dans la grille proposée par le bailleur, soyez pas très gourmand parce que le bailleur dit je vais financer le projet jusqu'à 100 millions de dollars. Mais vous êtes prêt à tout prendre, il va dire, il va regarder si vous avez déjà géré une fois un projet de 100 millions pour que vous mettez 100 millions. Par 100 millions, tu vas commencer par rêver, j'ai l'argent sur mon compte. D'abord, je crois que je vais acheter un bon véhicule, sinon, mais là, il y a un point pour me mettre, pour montrer que bon, j'achète un véhicule, les gens ils se moquent de moi dans le quartier. Ok, d'accord, tu n'as même pas fait un mois de projet, tu n'as pas fait un an de projet, tu as acheté le véhicule, le bailleur fait Audi, il trouve que tu as acheté le véhicule, il va commencer par se poser des questions. Tu n'as pas encore réalisé des activités, tu n'as pas fait de bénéfices, tu vas commencer par acheter des véhicules, est-ce que vous voyez? C'est pas efficace. Donc, pour attirer l'attention des financeurs, il est essentiel de présenter votre projet de manière convaincante. Mettre en avant l'impact, je l'avais dit. Montrer la faisabilité, je l'avais dit. Ok? Illustrer l'impact potentiel du projet avec des données concrètes et des études préalables au démarrage du projet. Nous allons réaliser
une étude pour connaître l'état des lieux. Au mi-projet, mi-parcours, nous allons réaliser, ok, nous allons réaliser encore une étude pour montrer que nous avons des améliorations et des choses à corriger. À la fin, nous allons faire le bilan. Okay. Démontrer chaque dollar. Et donc, vous devez démontrer que chaque agent investi donne des retours positifs.